Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel entretien mortel. Vous savez, ces discussions, ces entretiens avec des intellectuels, des chercheurs, des universitaires, mais aussi des soignants, des gens qui sont porteurs de handicap ou qui vivent au quotidien une souffrance difficile ou qui accompagnent des mourants. Et ces entretiens sont faits pour remettre au milieu de la table une question qui est souvent mise de côté, éludée, dont on fait semblant qu'elle n'existe pas, qui est cette question de la mort. Et donc, on va essayer de remettre en place une sorte de thanato-anthropologie, comme d'autres l'ont fait avant moi, de manière très, très, très bien aboutie, mais par ces discussions. Et puis, mon espoir, c'est que finalement, vous réempariez de la question, que vous aussi, vous en discutiez en famille, avec vos amis, avec vos médecins, vos infirmiers, vos pharmaciens, et que nous ne laissions pas cette question de la mort nous échapper, qu'elle revienne au cœur de la cité pour qu'on soit mieux en vie. Et nous avons un prétexte dans l'actualité qui est ce serpent de mer lancinant qui revient régulièrement, qui est la question législative autour de la fin de vie et de la mort, et notamment l'introduction au calendrier parlementaire de la loi Falorni, qui a déjà été votée par les députés et qui doit être votée par les sénateurs en septembre-octobre, sur la question de l'aide active à mourir, qui est un euphémisme pour parler d'euthanasie et de suicide assisté. On va se poser la question de est-ce que cette loi est finalement le symptôme de quelque chose qui va mal dans nos sociétés, et puis est-ce qu'elle porte en elle-même une sorte de rupture dans notre vision anthropologique de la mort, dans notre relation collective à la symbolique, à l'entraide sociale, et puis à la question de l'envahissement de la technologie et de la technique dans des questions aussi intimes que la fin de vie, l'agonie ou la mort. Alors pour ce faire, moi je suis le docteur Louis Fouché, je suis médecin anesthésiste réanimateur et spécialisé en éthique et en anthropologie de la santé. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'admire, qui est Hélène Stroll-Maffezoli. Bonjour Hélène, tu vas bien? Bonjour Louis, oui très bien, merci. Ouais, merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir et une joie et un honneur. Je vais essayer de te présenter succinctement. Tu vas me dire si je me trompe, mais finalement, tu fais partie de ces intellectuelles françaises qui sont à la fois hauts fonctionnaires, auteurs, romancières aussi, même à tes heures, et qui sont à la fois les deux pieds dans le réel, mais aussi les deux pieds dans l'imaginaire et dans ce que pourraient être les utopies interstitielles dont tu parles souvent, avec des réflexions sur l'état social en France, et un livre qui essayait d'explorer la fin de l'état social. L'état social ne fonctionne plus, dont je mettrai le lien dans la description, et puis de nombreux textes dans des revues à la fois intellectuelles, mais aussi des revues grand public, où tu essayes d'explorer les questions d'actualité autour du handicap, de la marginalité, de le fonctionnement de la société, de l'état social, mais aussi de la science et de la médecine. Et là, tu as signé 2 articles autour de cette question de la fin de vie. Tu as pris la parole dans les médias autour de cette question de la fin de vie pour essayer d'apporter de la nuance et de la subtilité. Merci pour ça. Et justement, on va essayer de parler de ça. Est-ce que tu veux rajouter des choses sur ton parcours? Non, 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 on dit toujours aux fonctionnaires, mais c'était une fonction très spécifique que j'avais, hein. C'est-à-dire que j'étais pas une fonctionnaire qui écrit des circulaires ni qui décide tellement, mais j'étais une fonctionnaire qui écoute, qui regarde et qui essaye de voir comment on peut améliorer les choses, puisque je faisais partie d'un service qui s'appelle l'Inspection générale des affaires sociales et qui est un service où on va beaucoup sur le terrain et où on ne sait pas, mais où les gens savent et on essaye de comprendre ce qu'ils font. Oui, c'est ça. C'est pas une administration punitive. C'est pas uniquement les bœufs carottes de la santé, comme on le dit souvent, mais au contraire, essayer de comprendre les dynamiques internes et aussi parfois les contradictions par rapport à la loi. Pourquoi est-ce que certaines niches se mettent à exister dans le soin psychiatrique, dans le handicap? Pourquoi les défaillances du système lui-même aboutissent à la création d'alternatives parfois tout à fait désirables? Donc c'est une des missions de l'IGAS. Ouais. Ça m'a frappé, mais parce que je pense qu'il y a 2 courants, hein, le mien devient de plus en plus minoritaire quand même, qui est de regarder ce qui va bien, comment le terrain fait des choses là où finalement au niveau national la politique n'est pas capable d'énoncer des règles applicables, et où finalement les gens se débrouillent avec ce qu'ils ont pour quand même organiser une solidarité active, une solidarité réelle, de proximité. Et je pense que ça, c'est très, très important et ça se fait beaucoup plus
qu'on ne croit en haut lieu où on ne sait faire que des instructions très générales qui sont souvent difficiles à appliquer. Oui, oui, tout à fait, et avec, un souci, dans les analyses que tu as pu produire des besoins, locaux, de la réalité de terrain et de, Oui, cette santé qui n'est pas forcément, une seule santé sur la terre entière, mais qui est plutôt une santé communautaire, oui, avec, des besoins très spécifiques en fonction de l'âge des populations, de la pyramide des âges locale, des infrastructures, et qui, même sur le ressources, territoire oui. français, peuvent être différentes. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Bien, c'est clair. Dans le social, c'est évident, hein, c'est évident qu'on n'organise pas l'insertion de la même façon dans la Creuse et à Paris, mais même en santé, je veux dire, le problème des déserts médicaux, bon, bien sûr, on le connaît, il ne se pose pas de la même façon. Je reviens de mon village là de Graisse-Sac dans l'Hérault et j'ai encore entendu parler de quelqu'un qui a attendu 1 mois et demi pour faire une IRM, alors pour une hernie discale, alors que Michel à Paris a eu son rendez-vous la semaine d'après. Donc ça, c'est des inégalités, mais je pense que ça peut-être qu'il faut réfléchir à une organisation de la médecine et des rôles des différents soignants qui soient très différentes. Je sais que pour ce qui était par exemple de la périnatalité, enfin de tout ce qui se passe avant et après les naissances, les RO justement avaient mis en place des systèmes de réseau qui allaient des sages-femmes en ville aux médecins généralistes jusqu'au CHU et aux maternités de niveau pour les grossesses à risque, et tout ça travailler en réseau, chacun travaillant toujours au niveau de ses compétences et pouvant passer la main immédiatement quand il y a des compétences plus précises et des matériels plus précis étaient requis. Et ça, c'est Oui, très une sorte de intéressant. réseau d'entraide au niveau du soin, avec une sorte de subsidiarité et de Voilà. possibilité de changer de niveau d'intégration, assez rapidement en Voilà. fonction du besoin. Une grossesse se passe très bien, bah, elle peut rester très localement, et puis si jamais il y a Oui. quelque chose qui beure, on peut passer en maternité de niveau 3 à Montpellier ou ailleurs, assez Tout à facilement. fait. Tout à fait. Et ça avait été très bien fait. Je ne sais pas où ça en est maintenant, mais je sais qu'à l'époque, ça avait été très bien fait. En psychiatrie, c'est la même chose. Il faut bien voir que les généralistes sont les médecins qui accueillent le plus les gens qui souffrent de dépression, voire qui souffrent d'entrer dans la psychose, et que souvent, ces généralistes doivent être épaulés pour ne pas qu'il y ait ni d'errance médicale, ni de surprescription immédiate de médicaments pour arrêter les symptômes, alors que c'est pas forcément ça qu'il faut faire. Et là aussi, il y a des réseaux de santé mentale qui peuvent très très bien fonctionner. Et donc tout ça, ça n'est pas forcément une question de moyens, mais c'est souvent une question d'organisation par la base des moyens. C'est-à-dire que problème pratique par problème pratique, il faut arriver à trouver une manière de travailler ensemble. Pas C'est faire ça, des ouais. Ouais. partenariats trop institutionnels, tu vois, mais organiser les choses. Oui, comme si chacun était un petit peu enclavé, le nez dans le guidon de sa propre pratique, avec l'impression de ne pas avoir les ressources, alors que les ressources sont parfois juste à côté, avec un autre professionnel Voilà. ou un autre niveau d'intégration. Finalement, c'était un peu les inspections de dégâts, c'était un prétexte pour faire se rencontrer des gens qui ne se rencontraient pas d'habitude. Ah, alors quand ça marchait comme ça, c'était formidable. Mais quand j'arrivais vraiment à faire ça, parfois il m'est arrivé que les gens me disent: «Mais vous êtes vraiment inspectrice générale?» Parce qu'ils n'avaient pas tellement l'habitude qu'on vienne. Voilà, parce que l'IGAS, ça peut aussi être, je ne sais pas, ce qui s'est passé avec, par exemple, avec l'IHU, hein, ça peut aussi être un, une inspection à charge, d'ailleurs pas très rigoureuse, comme celle qui s'est passée quand il s'agissait de critiquer l'IHU et Didier Raoult, tu vois. Et là, ça existe aussi. Voilà. Ce qui me Ouais. prouve d'ailleurs qu'on peut, en fait, on peut nous imposer des choses, mais pas tellement non plus. Hein. Quand tu veux vraiment faire ton métier rigoureusement, ben, tes chefs, ils peuvent pas t'imposer d'écrire ce qu'ils veulent. Hein. Ouais, ce qui est très rassurant, hein, ça veut dire qu'à l'intérieur d'un cadre contraint qui paraît
soumis à la pression oui, politique, hiérarchique, administrative, oui, au fond, on peut créer des degrés de liberté et des possibilités, des possibles qui étaient jusqu'ici insoupçonnés uniquement oui, par une stimulation de l'imaginaire, justement, une sorte de fécondité oui, à voilà. aller jardiner le réel. Voilà, il faut avoir l'envie de penser par soi, de penser avec les gens et pas de penser ce qu'on pense que le cabinet du ministre va vouloir entendre, tu vois. Oui, pour lui Et faire plaisir et monter hiérarchiquement. Ouais. voilà, voilà, c'est ça, avoir un beau poste, devenir un grand directeur, etc. Oui, oui, bien sûr. D'accord, ouais, merci pour cette présentation de l'IGAS qui ramène de la nuance encore une fois, puis je crois que c'est une des choses que tu arrives à faire avec beaucoup d'intelligence et de patience. Le texte que tu as fait dans François sur la question de la fin de vie commence justement par une expérience de terrain, une expérience personnelle. Avant de faire des grandes conclusions, tu commences par raconter un vécu. Est-ce que tu peux nous en dire un mot justement de cette expérience personnelle et de comment elle influence ta vision des choses sur sa fin de vie? Oui, c'est un ami très cher qui est mort maintenant il y a 2 ans, non 1 an et demi et qui est tombé bah, qui avait un cancer de la prostate, sans doute un peu tardivement, dépisté, ça c'est son problème et qui ensuite a été suivi. Il a eu tous les traitements qu'on peut avoir, hein, radiothérapie, où on lui a quand même, foutu un rein en l'air, mais enfin ça c'est une erreur de radiothérapie. Bref, radiothérapie et puis hormonothérapie et puis à un moment donné on lui dit bah non maintenant il y a plus, ça fonctionne plus, vos PSA remontent donc chimio. Et donc c'était les 2 dernières années, s'est enclenché une espèce de cycle infernal de chimio, 3 mois la plupart du temps, assez terrible avec, tu vois, où il pouvait pas sortir parce qu'il avait des diarrhées énormes, et cetera, où il était de plus en plus fatigué, bon, tout ça. Et au bout de 3 mois, on faisait je sais pas, un scanner, une IRM, que sais-je, et hop, ah ben non, ce traitement marche pas. Et donc, il est arrivé comme ça, de traitement en traitement. Moi, j'allais le voir régulièrement. Je voyais quand même qu'il perdait de plus en plus de ses forces, hein, puisqu'au début, on se rencontrait pour aller manger ensemble une tête de veau au Valzar, et puis peu à peu, c'est moi qui suis allée chez lui, et puis voilà. Et donc il faisait ses chimios, et puis il était des visites parce que vraiment il n'était pas bien, donc etc. Et puis un beau jour, je vais le voir, et il me dit ben voilà, l'oncologue m'a dit ben écoutez maintenant on n'a plus d'autres traitements possibles. Eh bien écoutez, prenez rendez-vous avec le médecin des soins de support, hein, parce que ça s'appelle comme ça. On euphémise un peu la chose à l'Institut Curie. Donc prenez rendez-vous avec les médecins de soins de support. Donc, il a pris rendez-vous avec sa médecin. Lui, il aurait aimé faire autre chose, hein. Il ne voulait pas mourir, hein. Ça, c'est clair. Il n'était pas du tout prêt à mourir. Il ne voulait pas laisser sa femme seule. Il avait peur pour son fils. Enfin, bon, puis il avait peur de mourir. Voilà. Bref. Et donc, il aurait voulu faire autre chose, un traitement compassionnel, de l'immunothérapie, n'importe quoi. On lui a dit rien. Plus rien, plus rien, vous ne rentrez dans aucun protocole, votre maladie est trop avancée. Bref, il arrive chez la médecin des soins de support qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais vu, et il arrive avec sa femme, et cette dame lui dit, bon, monsieur, nanana, et qu'est-ce que vous avez prévu pour votre fin de vie, monsieur? Alors il fait comme ça parce lui venait voir des soins de support. Voilà, donc il a dit écoutez, j'ai fait mes directives et puis voilà, et puis le rendez-vous s'est terminé rapidement. Et donc, eh bien voilà, vous pouvez aller à l'hospitalisation à soins palliatifs à domicile, voilà. Et j'ai trouvé ça d'une brutalité totale. Le fait qu'il ne voit plus son oncologue, d'ailleurs, plus personne, il n'a plus vu personne. D'ailleurs, c'était terminé, plus aucun rapport avec toute l'équipe soignante qu'il avait suivie jusque-là. Et donc, soins palliatifs à domicile, qui ont plutôt été bienveillants et ont bien marché, mais enfin, qui ont mis un certain temps à se mettre en place, qui souffraient du manque de personnel, c'était quand même
pas très longtemps après la crise Covid, le confinement, ça manquait de soignants, donc les gens manquaient. Bref, voilà. Sa femme a voulu qu'il fasse, il voulait rester à domicile, donc il est resté à domicile et il est décédé pas facilement, sous morphine, donc il ne souffrait pas, mais quand même il avait des hallucinations et tout, c'était dur. Il n'y a pas eu de geste ni de sédation profonde, ni d'autres accélérations. Et sa femme m'a dit joliment, à un moment donné, c'était tellement dur pour lui que j'ai appelé sa mère, et que sa mère était morte, et que je lui ai dit, allez, viens prendre ton fils, parce qu'il n'en peut plus. Et puis, il est mort le lendemain. Voilà. Donc, je crois que ça a été très, très dur pour sa femme. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, parce que je me suis dit que les fins de vie et le besoin que ça se termine, c'était aussi les proches, souvent, hein, parce que c'est trop dur pour les proches. Hein, et donc, tout ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je pense que mon ami n'aurait pas voulu il voulait même pas de la sédation profonde, et il aurait surtout pas voulu de l'euthanasie ou du suicide assisté. Il s'est battu jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il accepte de mourir. Après, moi, c'est passé avec les gens qui sont au-delà, je n'en sais rien, mais disons que c'était véritablement sa manière de mourir et sa seule manière de mourir. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir sur ce qu'on appelle le choix, parce que mon ami était un type véritablement un progressiste, hein, toute sa vie s'est battu pour la liberté, pour l'IVG, il s'est battu contre le racisme, il s'est battu pour les droits sociaux, il a fait véritablement sa carrière à l'IGAS, mais aussi comme directeur départemental des affaires sociales, véritablement parce qu'il pensait que c'est ça qu'il fallait faire. Donc, c'était pas du tout, je dirais, des principes. C'était simplement que l'acceptation de mourir ne relevait pas d'une décision, voilà. C'est une acceptation, et je pense que c'est ça la mort quand même. Voilà. Ouais, merci pour ce témoignage fort. On sent que ces expériences nous touchent au fond. Elles nous renvoient un miroir mimétique sur aussi notre propre mort, notre regard aux choses. Elles viennent, comme tu dis, convoquer une sorte de passage, de moment de transition. On sent que ton ami était un grand vivant, au fond, quelqu'un qui s'est battu une grande partie de sa vie contre la maladie, pour les droits sociaux, pour différentes choses. Donc il y a toute cette idée un peu d'une vie trépidante, en lien avec le monde directement, et ce moment-là où on lui propose, comme tu dis, de manière un peu euphémisée, des soins de support, parce que si on avait marqué soins palliatifs, en gros, ça voulait dire, bon, vous avez compris, quoi, en gros, c'est foutu, mais qui quand même lui fait un grand choc avec cette idée que, est-ce que vous avez un projet sur votre fin de vie? Je trouve ça intéressant quand tu dis ça, parce que on voit bien le protocole du soignant de soins de support qui essaye de faire au mieux, mais qui est complètement à côté de la plaque sur son patient, qui lui, non, moi je veux vivre, j'aimerais plutôt une chimio de plus, ou je sais pas quoi. Et il y a vraiment comme un décrochage à ce moment-là, où tu décris aussi une sorte d'abandon par le système soignant, et la réirruption de la famille très fort, avec quelque chose à porter qui est très très lourd, et qui vient convoquer beaucoup plus la psychologie, le vécu de la personne dans son intégralité et de sa famille, plus que les idéologies, comme tu dis, au fond, il voulait pas d'une fin de vie assistée, entre guillemets, parce que ça avait été quelqu'un de libre toute sa vie. Voilà, tout à fait. Oui, il voulait pas et jamais il avait pu accepter qu'on décide pour lui,
et même, moi-même, bah, c'était quelqu'un de profond. Quand je dis que c'était un progressiste irreligieux, c'était pas non plus un irreligieux militant, et je pense qu'il avait une profondeur spirituelle importante. Et simplement, c'est vrai que c'est là aussi qu'on voit que quand il n'y a pas de communauté spirituelle de support, je trouve que l'intégration de la mort est quand même beaucoup plus complexe, quoi. Ça, c'est il y a à réfléchir là-dessus. Et pour moi, par exemple, le fait que pendant la pandémie, pendant le Covid, on est interdit à toutes les aumôneries, hein, quelles qu'elles soient, et aux proches, d'assister les personnes mourantes. Je trouve ça d'une brutalité matérialiste inouïe, quoi. Oui, effectivement, ça s'est passé, l'espèce d'abandon symbolique de ce que voulait dire la mort, les gens mis dans des sacs, sans pouvoir être vus ni par leur famille, et donc avec tout ce champ social qui est comme délabré dans l'entraide sociale, on pourrait dire que la mort a toujours été assistée quelque part, mais à mon sens, elle a été assistée socialement, symboliquement, et moins techniquement. Aujourd'hui, il y a comme un hyper investissement, un hyper inflation du champ technique et techniciste de la mort, et un désinvestissement relatif des champs sociaux et symboliques. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est vrai que, par exemple, tu vois, moi, j'ai plusieurs amis qui ont fini leur vie, qui sont morts en service de soins palliatifs, dans certains magnifiques services de soins palliatifs, hein. En Cognac-G, ils ont un magnifique service de soins palliatifs où ils ont été capables, par exemple, d'un clochard, un SDF qui est venu en soins palliatifs chez eux, et à qui ils ont installé un lit dans le jardin pendant les 15 derniers jours de sa vie, parce qu'il ne pouvait pas rester dans une chambre, il ne pouvait pas dormir dans une chambre. Ouais. Et donc, une attention véritablement aux personnes qui est énorme, et qui est aussi, effectivement, du fait qu'ils ont des moyens donnés par la Fondation qui abondent, hein, les moyens de l'assurance maladie. Mais toujours est-il que c'est vrai que ces services, c'est magnifique, mais c'est vrai que c'est pas la mort telle que l'a décrit Philippe Ariès à l'époque où on convoquait autour du lit du mourant ses proches, ses amis, etc., et où il y avait où la mort était intégrée dans la vie familiale. Et moi, je trouve que quand on discute de ces histoires de fin de vie, c'est vrai qu'il faudrait pas discuter que de la personne elle-même, mais qu'il faudrait discuter de la personne avec ses proches, dans sa famille, avec ses amis, etc. Parce que, au fond, la mère de mon mari est morte il y a 4 ans maintenant, 5 ans, oui, ça, déjà il y a 5 ou 6 ans, bref. Et elle est morte à l'hôpital parce qu'elle était véritablement malade. Elle est même morte en sédation profonde parce qu'elle souffrait énormément d'une infection nosocomiale des os, tu vois, ça fait très mal ça. Bref, mais toujours est-il que elle était préparée à mourir, et elle me disait toujours: ah bah tu sais Hélène, j'ai pas peur de mourir, vraiment pas peur de mourir, puis j'ai vraiment une belle vie, alors voilà, je veux que vous vous aimiez tous, donc ses enfants, ses petits-enfants et tout, et puis voilà, moi je vais mourir, maintenant je veux vraiment mourir. Mais elle voulait vraiment mourir, mais elle ne voulait pas qu'on l'aide à se suicider. Elle attendait que vienne sa mort, quoi. Alors, c'est vrai qu'elle était croyante, donc elle était catholique, donc elle ne pouvait pas non plus se donner la mort, mais elle attendait que vienne la mort, comme faisant partie de cette belle vie qu'elle estimait avoir eue. Voilà.
Ouais, tu nous décris des cas où finalement la mort arrive, où on est, les gens vont mourir, et la loi Falorni sur l'aide à mourir introduit quelque chose d'un peu différent. Elle concerne des gens qui veulent mourir. Et qui Oui, sont pas forcément proches de la mort. oui, Donc soit porteurs de handicap, soit porteurs de troubles psychiatriques, soit avec des maladies neurodégénératives qui induisent un très grand handicap comme la sclérose en plaques, comme la maladie de Charcot, et dont l'évolution est attendue fatale, mais pas forcément à court terme, on pourrait dire. oui. Toi, tu as beaucoup étudié la psychiatrie, le handicap, la cohésion sociale, à la fois en tant qu'inspectrice générale des affaires sociales, mais aussi dans les dynamiques sociales, en C'est dirigeant vrai. les cahiers européens de l'imaginaire. Est-ce que pour toi, voilà, cette question de ceux qui vont mourir et accompagner ça au mieux avec toutes les difficultés que tu as décrites là, hein, et puis Mm, chaque histoire singulière intégrée dans une vie familiale, dans mm. un univers symbolique très différent entre les deux exemples que tu nous as donnés. Euh, mais là, est-ce que pour toi, il y a une sorte de rupture, quoi, quelque chose qui change la donne avec le suicide assisté et l'euthanasie par rapport à ce qu'il y avait déjà avant? Oui, d'abord parce que, bon, d'abord je crois que on fait une erreur en se fiant au désir immédiat. Tu vois, je trouve que ma belle-sœur est morte de la maladie de Charcot. Bien sûr, quand on annonce la maladie de Charcot, et ça, l'association des médecins et des malades de la maladie de Charcot le disent, quand on annonce aux personnes le diagnostic, c'est-à-dire qu'on leur annonce, ben voilà, vous ne pouvez plus déglutir, mais ça va aller de plus en plus mal, bientôt vous ne pourrez plus parler, vous ne pourrez plus marcher, vous pourrez, etc. Et ça va durer au mieux 3 ans, ce qui est un peu, d'ailleurs, tout à fait faux. Il y a des gens qui ont duré plus longtemps, mais donc, à cette annonce-là, les gens ont envie de se suicider tout de suite. Hein, dire c'est pas la peine d'attendre. Et au fond, ceux qui ont véritablement un projet, essayent d'avoir un projet de le plus longtemps possible, c'est ceux qui ont des jeunes enfants ou des choses comme ça. Mais sinon, les gens ils ont vraiment envie de mourir tout de suite. Mais ça, c'est un moment. Après ça, quand ils se rendent compte qu'il y a une vie possible et la vie la meilleure possible malgré ces handicaps qui s'accumulent et que ces choses-là évoluent, mais que eh ben, c'est pas tout à fait la même chose. Je pense que, et à un moment donné, et ça c'est important par rapport à la mort, peut-être que ce qui est important, c'est de vivre le présent, tu vois, et de pas dire, et pas de vivre ça comme uniquement un sursis, de vivre pleinement le présent sans penser il n'y a plus que 6 mois ou il n'y a plus que… Ça c'est terrible. Ça, effectivement. Ça, c'est la première chose. D'autre part, moi, pour la psychiatrie, alors là, je suis véritablement assez inquiète parce que, bon, j'ai pas mal travaillé avec des soignants en psychiatrie. Quand même, le suicide, c'est là, je crois, le mode ce qui cause le plus de morts en psychiatrie, hein, chez les malades psychiatriques. On dit que, je crois, un bipolaire sur 2 soignés, non soignés, se suicide. On sait très bien qu'un des signes de la dépression profonde, c'est l'envie de mourir, c'est-à-dire ce qu'on, et c'est pour ça que la loi Falorni est pas du tout claire là-dessus, parce que on sait bien que la souffrance psychique, c'est une des plus fortes souffrances qu'il y a, que les gens veulent que ça s'arrête, que ça finisse, ne plus. Quand tu parles avec moi j'ai quand même dans tout mon travail, souvent j'ai vu des malades, des groupes de malades, etc. Et donc c'est vrai que la souffrance psychique, par exemple, d'une personne bipolaire qui est dans un état de dépression profonde, c'est terrible. Et donc, c'est pas qu'elle ait forcément envie de mourir, elle a juste envie que la souffrance s'arrête. Et à un moment donné, c'est le seul moyen que peuvent voir les gens s'ils n'ont pas accès aux soins ou si les soins ne fonctionnent pas, c'est de mourir. Et donc, je trouve que
une loi qui donnerait 2 jours de décision aux personnes qui véritablement veulent mourir parce qu'elles ont une souffrance intolérable, c'est terrible. Il faut quand même savoir qu'en France, la plupart des gens qui souffrent de dépression s'adressent d'abord à des généralistes, qui d'ailleurs leur délivrent des médicaments je veux dire, sans vrai discernement et dont ils deviennent très vite addicts et qui ne font que les enfoncer dans la maladie. Et je trouverais que le bon soin psychiatrique, il n'est pas accessible pour tout le monde et encore moins dans l'état actuel de la psychiatrie française. Tu as décrit dans certains textes d'ailleurs qu'une partie de cette psychiatrie était sous l'influence des laboratoires pharmaceutiques. Au fond, cette évolution, Oui. elle avait trait aussi à la pression marketing des labos qui font qui transforment l'épistémologie médicale au fond en amenant à publier des articles qui font la part belle au tout chimique, on va dire, Oui. et moins à l'accompagnement social, psychologique et familial ou de l'entourage. Oui, il y avait Est-ce que tu une penses... belle psychiatrie. Il y avait une belle psychiatrie en France, hein, dans les années, je dirais, d'ailleurs curieusement, où on l'accusait beaucoup de contrôle social et tout, mais malgré tout, la psychiatrie dite de secteur, c'est-à-dire avec tout un système de soins hors de l'hôpital, ambulatoire, hein, avec un système, avec des établissements qu'on pouvait fréquenter de jour ou de nuit, ou bien à mi-temps, ou bien, etc., avec des infirmières qui venaient à domicile voir si le malade arrivait à bien prendre son traitement, avec une des dernières choses qui s'est mise en place et que je trouvais assez formidable, avec les groupes d'entraide mutuelle, les fameux GEM, qui sont des groupes de malades souffrant de troubles psychiques et qui se réunissent entre eux pour faire des choses ensemble, pour être ensemble. Hein. Beaucoup de grands malades psychiques, un certain nombre de grands malades psychiques n'arrivent pas à travailler de manière régulière, n'arrivent pas à s'intégrer forcément dans la vie de la cité parce qu'ils sont plus ou moins bien supportés par les autres. Et ces groupes d'entraide mutuelle, c'est à la fois une intégration, mais c'est une intégration communautaire. On s'entraide les uns les autres. Un des premiers groupes que j'ai vu qui s'est mis en place comme ça s'appelait qu'est-ce qu'on va faire dimanche? Parce que c'est vrai que les gens qui sont suivis pour troubles psychiques par l'hôpital psychiatrique, eh ben, le vendredi à 15h ou à 17h, tout s'arrête. Hein. L'hôpital de jour ne fonctionne pas le week-end et les week-ends, ça commence le vendredi en fin d'après-midi et jusqu'au lundi, souvent lundi 14h. Qu'est-ce qu'on va faire dimanche? Et ces groupes, peu à peu, qui fonctionnent de manière relativement autonome, aidés un peu par ce qu'ils appellent le secteur psychiatrique, mais quand même de manière autonome, c'est une manière de rester socialisé, d'avoir de la chaleur humaine, d'avoir des amitiés, etc., pour des personnes dont on sait quand même que leur pathologie joue sur leur difficulté de relation. Hein. C'est une maladie de la relation, la maladie psychique aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis peut-être que effectivement le vouloir mourir, l'espèce de désir de mort comme une solution à la souffrance définitive pourrait trouver une sorte d'accompagnement aussi dans ces pratiques de rencontres, de cohésion, de groupe, où on vient célébrer ensemble une marche dans la nature, un moment aller à la piscine, à la patinoire ou quoi que ce soit. Et tu décrivais que dans les soins palliatifs, il y avait ça, au fond, il y avait une sorte de transgression par rapport au protocole strict de soins, où on se permet de boire un bon verre de vin, de fumer une cigarette éventuellement, même si on n'a plus le droit, de faire venir des animaux alors que c'est interdit. Et comme si il y avait une sorte d'artisanat de la transgression individuelle par rapport à la norme attendue, alors que là, les lois qu'on est en train de faire sont des transgressions intégrales, mais comme validées socialement, il n'y a plus rien à transgresser au fond. Il n'y a plus rien à transgresser, et puis surtout, ça ne se voit pas, et ça n'a pas d'effet au fond sur la société et sur la… Voilà, une fois qu'on on t'a introduit dans ta chambre où tu vas avoir
ton médicament, d'une certaine manière, voilà, tu ne fais plus partie du monde des vivants. C'est quand même la manière ultime d'écarter la mort et d'écarter la finitude, tu vois. C'est parce qu'au fond, c'est ça qu'on supporte pas, c'est cette espèce d'intégration de la mort dans la vie, le fait parce que ça nous renvoie à notre propre mort, hein. Je veux dire, quand les gens meurent un peu doucement, ou quand les gens ont une souffrance, rien n'est plus dur pour des proches, par exemple aussi, que la souffrance psychique de quelqu'un, hein. Quelqu'un qui est les parents, les conjoints, les enfants de personnes souffrant de graves dépressions, c'est terriblement difficile, hein. C'est terriblement difficile. Et c'est vrai que, et donc, mais je sais pas moi, quand quelqu'un qui souffre de troubles psychiques très forts commet des actes illégaux, on peut dire qu'il est dans l'absence de discernement. Mais alors, quand il dit qu'il veut mourir, est-ce qu'on dira qu'il a tout son discernement, tu vois? Je sais pas. Ça me semble très, très compliqué. Et puis, alors là, je reprends ma casquette d'inspecteur. Très clairement, c'est une loi pour faire des économies quand même. C'est une loi, ou plutôt, disons, bien sûr, ça n'est pas dans la tête des législateurs, hein, mais c'est au fond la mort comme ça choisie, le suicide assisté, c'est beaucoup moins cher que des soins palliatifs, que 3 semaines de soins palliatifs. C'est beaucoup moins cher que 2 ans de différentes chimio, examens, etc. C'est beaucoup moins cher qu'un suivi psychiatrique de bon niveau, hein, qui réclame beaucoup de personnel. Et donc, il y aura une tentation énorme de hâter un peu la chose. Moi, je veux dire, on n'arrivera pas, dans l'état actuel des choses, si on ne change pas vraiment, à équiper la moitié de la France qui n'en a pas de services de soins palliatifs de qualité. Et donc, ça risque d'être des espèces d'étiquettes, tu vois, soins palliatifs, dans lesquels, à l'entrée, on proposera la sédation profonde, quoi, d'entrée, quoi, le plus vite possible. J'ai lu qu'en Allemagne, ils disent que dans certains EHPAD, des personnes arrivent, des personnes venant des Pays-Bas, qui en ont assez qu'on leur dise régulièrement qu'il existe une loi pour l'aide à mourir. Hein, mais il y a des gens qui ont encore envie de vivre, même s'ils sont dans un fauteuil roulant, même si, enfin, je ne sais pas, moi, c'est bien. Et ils peuvent apporter des choses. Et puis, il y a aussi cette rapidité. Je trouve que il faut prendre le temps de se réconcilier avec ses enfants, il faut prendre le temps de demander, de faire repentance de certaines choses qu'on a faites, il faut demander, etc. Il y a plein et encore une fois, ça, c'est pas quelque chose de religieux, c'est dans toutes les, je veux dire, c'est anthropologique. Et je trouve que cette manière où tout d'un coup, les hommes et les médecins se sentent maîtres de la vie et maîtres de la mort. En fait, ils croient que c'est l'aboutissement. Hein. Si j'ai le choix de ma mort, d'une certaine manière, c'est comme si je la niais, quoi. Moi, quand je discute avec des gens, en plus, sans scrupules, plein de bonne santé, je veux dire, quand tu es en bonne santé, comment peux-tu… Moi, je ne sais pas ce que je dirais. Je ne sais pas ce que je dirais si je souffre. Je ne sais même pas ce que je dirais si demain on m'annonce que j'ai telle ou telle maladie et que j'en ai pour 3 mois. Peut-être que je dirais, allez, tout de suite. Je ne sais pas, mais je ne peux pas supporter cette espèce de positivisme du choix individuel. Voilà. Parce que ça, je trouve que c'est quelque chose qui joue sur l'ensemble de la
de la société. Et ça touche pas seulement, c'est tout notre rapport collectif à la vie et à la mort qui est touché par ces choses-là. Il y a plusieurs choses qui me frappent dans ce que tu dis. La première, c'est cette idée que, loin de tu as cité Ariès, hein, mais qu'on est assez loin de ce commerce intime avec la mort qu'on pouvait entretenir autrefois, que la mort est comme mise à distance, évacuée, on n'a pas envie de la voir, on n'a pas envie de voir la souffrance de l'autre. Je me souviens d'une phrase qui m'avait choqué chez un ami dont l'épouse était très malade d'un cancer métastatique, et je lui demande comment elle va, et il me dit: «Elle fait chier, elle souffre». Et comme si pour lui c'était insupportable de regarder ça en face, qu'effectivement il vaudrait mieux l'évacuer. Et donc dans cette idée de la perte de ce qu'on appelle le commerce quotidien intime avec la mort, il y a cette idée de la confier aux commerçants quelque part. De dire bon bah ok, on va en faire commerce pour de bon, et tu mets en relief ces enjeux un peu interlopes, on pourrait dire, qui sont pas dans les lignes de la loi, qui sont marqués nulle part, mais donc quand même effectivement un rapport de fond d'Apol est sorti. Donc c'est un think tank libéral qui a tout de suite repris en main cette question en disant bah oui, effectivement on ferait 1,5 milliard de coûts en moins si on met cette loi en place. Et effectivement, je discutais avec Jean-Frédéric Poisson sur ce sujet aussi, qui est non seulement politicien mais philosophe, et qui a beaucoup réfléchi sur cette question de la bioéthique et des soins palliatifs, et qui me disait que les projets de loi, enfin la proposition de loi avait été influencée par des textes écrits par les mutuelles elles-mêmes. Qui étaient arrivés en disant voilà, on va faire une partie de la loi, vous inquiétez pas, on va mettre tout ça en place de manière technique, ça va bien se passer. Et j'avais eu aussi ce témoignage de gens qui sont dans les soins palliatifs, qui nous disaient oui, on essaye d'accompagner, mais quand même on nous explique que la durée d'hospitalisation doit pas être trop longue. Faudrait mourir bien, mais pas trop, mais quand même vite. Oui, pas plus de 3 semaines, quoi, hein, parce que voilà, c'est ça. Hein. Et d'ailleurs, l'entrée dans les services de soins palliatifs, puisqu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde, elle est véritablement. Ils essayent de savoir combien de temps. Et à la limite, d'ailleurs, remarque, il arrive qu'ils renvoient les gens à la maison, ce qui est plutôt bien quand ils les renvoient de bonne, quand ils peuvent retourner chez eux, et que les prédictions et les prévisions médicales, qui ne sont pas toujours quand même heureusement toujours exactes, s'avèrent fausses, quoi. Oui, non, ça c'est vraiment compliqué cette histoire. Mais il faut bien réfléchir à tout ça, parce que c'est aussi lié. Je veux dire, la question d'argent elle est liée à deux choses. Elle est liée d'abord au prolongement grave progrès médical quand même de la vie, et dans des états dans lesquels autrefois tu mourrais quand même plus tôt. Hein. Moi, je ne sais pas, je discutais avec l'équipe médicale qui suivait ma belle-mère, qui avait 99 ans et qui voulait mourir, qui avait mal, et puis pour des tas de raisons, elle voulait mourir, elle attendait sa mort, et je disais, mais on ne peut pas arrêter je dis pas les médicaments pour le cœur, la tension, enfin tous ces trucs-là, peut-être. Hein, que c'est un prolongement peut-être trop là. Ça fait peut-être à un moment donné partie d'un certain acharnement thérapeutique, quoi. Et bon, donc ça une espèce d'incohérence un peu obscène quelque part. On sait qu'on va mourir, mais il faudrait absolument maintenir ce traitement qui éviterait un AVC statistiquement dans les 6 prochaines années. Enfin, c'est effectivement là Oui. Et ça, c'est quelque chose de fou. Même, tu peux te dire que, je sais pas, moi, quand j'étais jeune, les personnes âgées mouraient d'une fracture du col du fémur, hein. C'est-à-dire qu'elles mouraient rarement invalides, parce qu'elles mouraient, je dirais, d'une certaine manière avant, quoi. Donc, c'est vrai que donc il faut réfléchir dans cet horizon de progrès, de prolongation de la vie, qui ne peut pas être jusqu'au bout une vie en bonne santé et autonome. Et dès lors, est-ce que la seule solution à la grosse perte d'autonomie serait le suicide assisté? Moi, je sais pas, tu vois, c'est une vraie question. Il faudrait peut-être réfléchir un peu avant, quoi.
Ouais, finalement, il y a un vrai problème, cette perte d'autonomie, qui vient nous impacter. Effectivement, j'ai beaucoup de témoignages autour de moi de gens qui s'occupent de leur vieille maman ou de leur vieux papa et pour qui c'est très difficile d'avoir ce miroir de la souffrance, de la finitude, du Mm. handicap, de la perte d'autonomie, et qui sont pris dans une ambiguïté, à la fois, on se dit: «Bon, peut-être qu'il vaudrait mieux qu'elle meure ou qu'il meure», mais on n'ose pas s'avouer parce qu'il y a comme une réflexion coupable quelque part. Et puis Oui. de l'autre côté, on essaye de lui donner à manger, même si elle veut pas manger, de continuer, comme tu dis, ses médicaments pour la tension, pour le Oui. cœur. Alors même qu'on pourrait dire, bon, ben, elle veut plus manger, etc. Moi, je suis là peut-être pour autre chose. Donc c'est comme si il y avait un vrai souci, un vrai problème, mais on donnait une fausse solution Oui, avec ça. moi je connais une vieille dame qui, dans sa maison de retraite, avait fait signer elle avait signé elle-même, et puis toutes les vieilles dames autour avaient signé un papier comme quoi elles refusaient la pompe alimentaire, hein. Donc pas de voilà, si. Mais après se pose la question, moi, quand je suis allée dans des EHPAD et tout, quand même la moitié des personnes, parce que maintenant les gens arrivent quand même pas en très bon état, hein, en EHPAD, ils mangent mixé. Alors quand c'est sympa, c'est aliment par aliment mixé, mais dans un certain nombre de cas, c'est tout mélangé. Alors c'est pour éviter les fausses routes, mais alors après, quand on te donne mixé à la petite cuillère, comme, moi je sais pas, ça pose quand même, moi ça me pose On un est, on n'est problème. pas loin de la pompe d'alimentation, quoi, justement. Ouais. Voilà, 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 voilà. Et donc ça, c'est quand même une vraie question. Et en même temps, on fait pas véritablement, alors on les maintient en vie, trop, à mon avis, hein, quand même. Moi, j'ai connu une dame comme ça qui avait vécu 13 ans en institution. Les 6 dernières années, elle pouvait plus s'asseoir. Elle ne savait plus s'asseoir, elle ne savait plus manger, elle ne savait plus rien faire. Et on la nourrissait à la petite cuillère, mais et régulièrement, elle criait. Et on disait: «Ah oui, c'est vrai, elle a perdu la tête, elle crie». Non, jusqu'au jour où il y a quand même un médecin qui a dit: «Elle a peut-être mal». Et effectivement, elle avait des douleurs, c'est pour ça qu'elle criait. C'est-à-dire qu'on fait attention, on la maintient, mais on la maintient même pas sans souffrance. Donc ces questions-là, il faudrait réfléchir. Dans les EHPAD, il faudrait réfléchir. C'est difficile pour les soignants d'accompagner les gens et pas vers la guérison, tu vois, de les accompagner et puis voilà. Ils en sortiront pas, ils en sortiront dans un cercueil. Donc il faut et ça aussi c'est compliqué. Et toutes ces choses-là, peut-être que on veut pas trop les voir, et qu'il y a quelque chose dans cette loi progressiste et un peu comme ça qui croit que finalement on peut tout faire, quoi. Ça restaure une espèce de toute puissance de la technologie, quoi. Jusqu'à mourir sans douleur, jusqu'à mourir sans te rendre compte que tu meurs, quoi. Voilà. Oui, c'est un non-renoncement à l'idéal performatif, Oui, de l'occidental postmoderne, à la oui, fois individualiste, progressiste, matérialiste, et qui n'arrive pas à lâcher ça, et y compris jusqu'au bout, quoi. oui. Euh, Et tu vois, dans le secteur de la santé et du soin, c'est aussi quelque chose qui est lié au fait que finalement, toutes ces fonctions, peu à peu, ont été professionnalisées. Elles ont été non seulement mutualisées par une solidarité, mais cette solidarité organisée par le système de sécurité sociale, etc., fait que tout échappe finalement un peu à la sphère privée, intime. Il y a une publicité, moi, qui m'énerve un peu, je crois que c'est la Poste, hein, qui fait Petit Frère, ça s'appelle, ou un truc dans le genre. Et donc, en gros, Christine, il faut qu'elle aille voir sa maman tous les jours parce que et pour s'assurer qu'elle n'est pas tombée, pour s'assurer qu'elle a bien mangé, etc. Il faut qu'elle y passe le matin, et puis en sortant le soir de son travail, il faut encore qu'elle passe la voir et tout. Heureusement, Petit Frère existe, et maintenant, elle a quelqu'un qui l'appelle tous les jours pour lui dire que tout va bien chez sa maman. Je me dis, oui, mais enfin, peut-être que la maman, elle aimait bien aussi voir, tu vois, c'est pas équivalent. Je sais très bien qu'elle n'ait pas besoin d'y aller matin et soir, mais
on fait pas comme si c'était équivalent, quoi. Oui, et puis le marketing est fait que pour finalement moins pour la vieille maman que pour l'aidant Oui, et en bien disant bah sûr. voilà, on va vous soulager de ça encore une fois, suffit de Oui, payer oui, quoi. oui, voilà. Oui, 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 oui. Ouais, non, non, c'est compliqué tout ça. Alors, il suffit de payer. Du coup, comme on est dans un système organisé de cette manière-là, on va avoir une revendication un peu égalitaire. Donc, au bout d'un moment, on va dire, on va mutualiser les frais. Et donc, c'est vrai que après ça, eh bien, il y a des trous dans le budget et de l'État, et hop, il faut. Et donc, je pense que cette loi est dangereuse. Hein. Jean-Marc Sauvé a écrit un article, c'est pas du tout, je m'attendais pas du tout à ça de lui, mais il a écrit, c'est l'ancien vice-président du Conseil d'État et c'était le président de la SIAZ, hein, c'est un conseiller d'État juriste, et il a écrit un article dans le recueil de Emmanuel Hirsch, Fin de vie, ça s'appelle, hein, dans lesquels lui il tire il connaît bien l'État, il a été secrétaire général du gouvernement, etc. Il connaît vraiment bien le système. Et lui, il dit véritablement que c'est une loi qui va laminer les plus pauvres, hein, que les plus pauvres, les plus vulnérables, les gens isolés, il y en a quand même énormément, vont être poussés vers l'acceptation du suicide assisté. Hein. Il faut quand même savoir que dans les EHPAD, il n'y a pas tellement de gens qui ont des visites régulières. Hein. Il n'y a pas tellement de gens. Et donc, et puis il faut savoir aussi, par les temps qui courent, que c'est une charge très lourde pour les enfants et les petits-enfants, financière. Mmh. Hein, ils payent beaucoup, soit parce qu'ils renoncent à l'héritage de la maison ou de choses comme ça, soit sinon ils payent, s'il n'y a pas d'héritage et qu'ils ont un peu d'argent, ils payent chaque mois et ça peut faire beaucoup hein, quand vous touchez quand tu touches 1200, 1400 euros par mois et que tu dois payer 200 euros par mois pour l'EHPAD de ton parent, voire plus si tu es enfant unique, c'est quand même c'est lourd. Et je pense que du coup, d'ailleurs, ça va faire des choses très compliquées parce que les vieux vont se sentir obligés d'en finir. Les jeunes se sentiront coupables d'être soulagés que ça finisse. Et tout ça ne va faire que rendre les choses encore plus difficiles. Je trouve déjà qu'on est dans une société assez agressive en ce moment. Et je trouve que voilà, ça va pas arranger les choses. Et ça m'énerve quand du haut de leurs 40 ou 50 ans, des jeunes cadres parisiens décident que c'est mon choix et d'ailleurs, voilà, vous m'en empêcherez pas, laissez-moi avoir ma loi. Mais c'est pas pour eux que c'est dangereux. Hein. Oui, il y a une présomption hein, de tous ces gens qui vont décider des lois en tant que bien portants, mais concernant des gens malades dont qu'on n'a pas beaucoup entendu. Et effectivement, certains handicapés se sont exprimés. Je pense à Louis Bouffard ou d'autres. Un groupe qui Oui, s'est créé qui s'appelle Jusqu'au bout solidaire, qui a dit mais vous allez nous pousser au suicide, on devient éligible à l'euthanasie. On a vu ça au Québec, hein, où ils sont en avance sur nous, on pourrait dire, où des gens se sont vus proposer un suicide assisté plutôt qu'une nouvelle rampe d'accès handicapé chez eux, alors que oui, c'est ça qu'ils demandaient, oui, en oui. disant bon, on peut pas vous payer la rampe d'accès, mais enfin on peut vous payer un suicide assisté. Mais tu sais, là, comme quelqu'un, par exemple, alors moi, je ne suis pas pour que on puisse tout avoir. Hein. Par exemple, je trouve qu'il y a des abus dans la prestation de compensation quand une personne est complètement, comment est-ce qu'on dit, paraplégique, hein, ouais, Oui. totalement, et a besoin d'une assistance 24 heures sur 24. Ça veut dire 6 à 8 personnes à plein temps. Hein. J'ai vu des cas, des dossiers comme ça. Moi, je trouve que quand tu ne peux pas sortir de ton lit, tu ne peux pas sortir de ta chambre, je préférerais la solution établissement
qui est moins coûteuse globalement que la solution domicile. Hein. Voilà, donc là, je trouve que ça peut se discuter. En revanche, c'est clair que il n'y a pas de raison de pousser ces gens à mourir. Et il ne faut pas, encore une fois, ce n'est pas la même chose que ça, tu dois bien savoir, que la réanimation à tout prix de quelqu'un qui est dans le coma ou l'arrêt des branchements et tout ça, je trouve qu'il ne faut pas mélanger ces questions-là, quoi. C'est une autre. Oui, c'est une toute autre histoire. Et puis on avait un arsenal législatif qui est plutôt adapté, la loi Leonetti, Claes Leonetti, font que l'immense majorité des situations sont couvertes, si tu veux. Donc on est sur complètement autre chose. Et toi, tu as qualifié ça, je crois, de bombe éthique et sociétale, quelque chose comme ça, dans ton texte. Justement, quels aspects te semblent éminemment problématiques et et selon toi, est-ce qu'il faudrait renoncer à cette proposition de loi? Est-ce qu'il faudrait l'amender, la mettre autrement? Est-ce que tu as finalement, ton rôle a été Alors, je vais partir sur une expérience un peu différente. J'avais fait une mission intéressante sur la stérilisation des personnes souffrant de handicap et de troubles psychiques. Hein, parce qu'il y avait eu un scandale. On avait découvert que en Suède, à un moment donné, des personnes souffrant de débilité légère, voire de handicaps sociaux, des jeunes femmes étaient systématiquement stérilisées. Et il y avait une sociologue, Nicole Dietrich, qui disait qu'il s'était passé la même chose en France. Donc, Kouchner, qui était ministre à l'époque, avait dit, c'est souvent une manière d'évacuer un peu le problème, avait dit enquête de l'IGAS. Donc, on avait fait une enquête là-dessus pour voir qu'effectivement, il y avait des stérilisations de personnes handicapées, essentiellement à la demande des établissements et des parents, hein, qui avaient une espèce de peur souvent fantasmatique, hein, que leur fille se retrouve enceinte. Et donc, on avait fait une enquête très poussée. On avait vu des personnes discuter avec des personnes handicapées, des personnes qui avaient eu des enfants, des personnes qui avaient été stérilisées sans qu'on leur dise, mais qui le savaient, etc. Donc, et puis, on avait vu un vieux psychiatre, enfin, il était pas si vieux que ça, qui était Tomkiewicz. Tomkiewicz était un enfant juif polonais qui avait sauté du train conduisant sa famille à Auschwitz à 12 ans et avait passé le reste de la guerre alternativement caché dans la forêt ou caché dans les placards, enfin, etc. Et qui était venu en 45-46 en France et qui avait fait des études de médecine. Et il était pédiatre et il était pédopsychiatre. Hein, et il avait ouvert d'ailleurs un très bel établissement pour enfants. Bref. Et alors, Tom, puisqu'on l'appelait comme ça, m'avait dit une chose. Il avait dit, on peut, dans presque tous les cas, toutes les femmes ne peuvent pas forcément avoir un enfant sans que ce soit vraiment très difficile pour cet enfant. Hein. Il ne faut pas se raconter l'histoire, pas tellement le handicap, pas la question de la transmission, mais simplement la capacité à s'en occuper. Donc, faire un enfant pour ensuite le retirer, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. Mais, dit-il, ces cas sont quand même rares. Les cas où on ne peut pas faire de contraception sont encore plus rares. Et véritablement, disait-il, si vous avez une femme qui est une grande psychotique délirante, nymphomane qui veut absolument être enceinte, eh bien, si vous n'arrivez pas à lui imposer une contraception, etc., eh bien, peut-être que vous pourrez la stériliser. Mais il disait, mais il ne peut plus, après Auschwitz, il ne peut plus y avoir de loi qui autorise ça. Il ne peut pas y avoir de loi qui autorise la stérilisation forcée. Et voilà. Et donc, dans le cas rarissime, eh bien, il faut transgresser la loi. Voilà. Il faut prendre la responsabilité de la transgresser. Alors, on n'a pas eu le droit d'écrire ça. Hein. Mes collègues n'ont pas voulu que j'écrive ça, mais on l'a sous-entendu. Résultat, eh bien, 2 ans après, à l'occasion de la loi sur
Tu sais, sur le rallongement de la durée pour l'IVG, hein, du délai, on a introduit la possibilité, la légalisation de la stérilisation pour tout le monde en France, ce qui n'existait pas avant, hein. Et pour les handicapés, on a fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire. On a fait une commission. Donc, on interroge une commission composée des représentants des familles et des représentants de l'établissement. C'est-à-dire les gens qui ont le plus peur que ces femmes soient enceintes, que ça gêne l'ordre. Et donc, et je n'ai jamais obtenu qu'on aille refaire une enquête pour voir comment ça se passait. Donc, je ne sais pas comment ça se passe. Mais disons, quand la loi organise quelque chose d'aussi compliqué que ça, il faut bien savoir que ça se passera dans le secret, qu'on ne l'évaluera pas, que ce sera quelque chose d'assez brutal. C'est pour ça que ça me fait très peur et je trouve que sur ces choses-là, il ne faut pas légiférer. Voilà, ça ne relève pas de la loi. Ça relève de la vie. Voilà, tout ne relève pas de la loi. Ouais, tout à fait. J'avais tenu des propos qui ressemblent peut-être un petit peu à ce que tu dis, tu vas me corriger si je me trompe, mais en disant qu'au fond, si quelqu'un s'organisait avec sa famille, son médecin, un infirmier pour partir en douceur à un moment qu'il juge opportun dans sa maladie ou dans sa souffrance, ma foi, tout le monde Oui, fermera les yeux tranquillement. C'est quelque chose d'intime qui a été construit de manière artisanale, qui échappe à voilà. toute règle du jeu, mais qui est au fond la meilleure solution pour cette personne-là et qui a été obligé de s'en occuper avec les gens autour de manière réelle. C'est pas un protocole qui a été appliqué de manière froide et Voilà. administrative. C'est quelque chose qui au contraire a été et moi j'ai pas grand-chose à en dire. J'ai pas de religion Voilà. dogmatique là-dessus. Moi Euh, non je, plus. je- qui suis-je pour juger, on pourrait dire. Voilà, Euh, et, exactement. Non, non, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, je connais aussi une personne dont le père avait, tu sais, pris le cocktail là, de l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Et voilà, il était très âgé. Son médecin lui a dit que ça y est, il était aveugle, qu'il pouvait plus rien faire pour qu'il puisse lire, etc. Il en avait assez, il avait vécu assez, il a gentiment fait des lettres à ses enfants pour dire que voilà, et puis bon, c'est comme ça, tu vois, où je connais un vieux mineur à Graisse-Sac qui, parce qu'il mettait une demi-heure pour aller de ses toilettes à sa chambre, tellement il était essoufflé par la silicose, s'est tiré une balle. Voilà, c'était dommage pour la personne qui l'a trouvé. Mais à part ça, je veux dire, qu'est-ce qu'on est pour juger ça, quoi. C'est ça, je peux. ouais, le suicide reste une liberté à partir du moment où il Oui, deviendrait un droit. Ce serait comme ôter la liberté et le mettre dans les contraintes réglementaires du droit. oui. Au fond, on serait exproprié de cette liberté-là. Voilà. Alors moi, c'est vrai que, alors le suicide reste une liberté quand il n'est pas contraint par, je dirais, qu'il n'est pas un des symptômes de la maladie psychique. Je me souviens quand j'ai présidé le groupe d'évaluation de la loi sur l'hospitalisation sous contrainte, hein, là, j'avais commencé, ça, j'étais pleine un peu bête, quoi. Donc, j'ai commencé par dire à mon groupe que, ben oui, en tout cas, le suicide restait une liberté. Je ne sais pas pourquoi on parlait de ça. Et il y a un monsieur que j'ai appris à connaître, qui était formidable, qui s'appelait Monsieur Lachaussée, qui était le père d'un garçon qui souffrait de troubles bipolaires et qui s'est suicidé. Et, euh, et il m'a reprise en me disant, oui, enfin, c'est une liberté, si ce n'est pas sous la contrainte de la maladie psychique qui empêche la personne d'avoir son discernement et de réellement être libre, quoi. Et ça, c'est véritablement compliqué. Et quand je dis ça, je ne critique pas du tout la personne parce qu'elle s'est suicidée. Je dis que tous les suicides ne sont pas des choix, je dirais, en plein discernement. Oui, et puis c'est finalement tout le travail de la psychiatrie d'essayer de prévenir le suicide quelque part. Oui, Ça voudrait dire que oui, cette loi a un article qui prévoit ce qu'on appelle un délit d'entrave. oui, C'est-à-dire que ceux qui voudraient essayer que quelqu'un ne se suicide pas ou n'aille pas vers l'euthanasie seraient passibles de prison et de peine et d'amende lourde. c'est ce Il y a qu'ils il y a vont comme
il y a quelque chose là. Qu'est-ce qu'ils vont faire, par exemple, avec le système? Tu sais, ils ont mis en place dans les services d'urgence psychiatrique quand il y a des gens qui font des tentatives de suicide et qui passent 3-4 jours hospitalisés en psychiatrie. Après, il y a tout un système où on téléphone à un proche, on téléphone régulièrement à la personne. Je veux dire, à mon avis, pas formidable, parce que c'est des gens qui ne connaissent pas là. Hein, c'est un service qui appelle la personne en disant ah, comment ça va, etc. Bon, bref, vous prenez bien vos médicaments, tout va bien, etc. Bon, alors ça, hein, qu'est-ce qu'on va en faire? On mettra ça en place. Le suicide, c'est la première cause de mortalité chez les 18-30 ans, hein, je crois. C'est très, très important. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ces jeunes? Des jeunes qui rentrent dans la psychose, c'est les âges de début de la psychose. La psychose, avant qu'elle soit stabilisée, qu'on ait pu mettre en place tous les soins, c'est une grande difficulté. On connaît quand même les grandes dépressions aussi de ces âges-là. Alors, qu'est-ce qu'on fera? Ouais, finalement, un de nos interlocuteurs dans ces entretiens mortels discutait de la biopolitique de Foucault, et en disant mais on est en train de passer avec cette loi même plus à une biopolitique, mais à une thanatopolitique. C'est-à-dire que tout problème complexe va être résolu par une solution simpliste qui est bon, bah de toute manière on vous propose la mort. Donc mettre en place ce qu'il faut pour prévenir le suicide des jeunes, mettre en place ce qu'il faut pour améliorer la condition de vie de gens handicapés, etc. Tout ça va être, au fond, trouver une sorte de réduction ad unum qui serait, bon, bah oui, la mort, en fait. C'est quand même beaucoup plus simple. Et là, il y a quand même quelque chose qui change en termes de politique publique, c'est que on se retrouve contraint par l'impératif économique matérialiste à ne produire que des solutions simplistes, finalement. Oui, moi je crois c'est en fait cette loi marque un peu, tu vois, l'apogée de notre système où toute la solidarité et finalement toute la lutte contre la vulnérabilité devait être organisée de manière à la fois juridique, économique et socialisée. Et d'une certaine manière, c'est vrai que nous avons perdu un peu l'habitus d'assister nos proches ou de nous-mêmes accepter ces moments où on n'est plus performant, où on n'est plus en bonne santé, tu vois. C'est l'espérance de vie en bonne santé. En plus, qu'est-ce que c'est véritablement être en bonne santé? Mais bon. Et donc, on arrive à des moments d'aporie. Hein. On n'arrive plus, personne ne peut garder chez soi une mère ou un père grabataire. C'est compliqué parce que les gens travaillent, parce que les gens, alors on leur donne, je sais plus, il y a un congé pour eux, mais c'est pas pour des longues périodes. Hein. Les grands et donc quand on n'y arrive plus dans ce qu'on a, dans cette espèce d'idéologie organisationnelle, technicisée, etc., alors, eh ben, c'est la mort, quoi, qui est la solution. C'est vrai. Moi, je pense que c'est quelque chose d'assez fort. Et quand même, si on veut recommencer à pouvoir s'occuper les uns des autres, peut-être que ça impliquera qu'on n'ait plus les mêmes organisations de vie, je veux dire que les gens travaillent à plein temps, tous les deux, ont des gosses, etc. Mais c'est compliqué de s'occuper des vieux parents, c'est compliqué ça. Et est-ce que tout doit être fait par des professionnels? Moi, je ne suis pas tout à fait sûre que ce soit bien, quoi. On se retrouve dans une sorte d'ubérisation de la mort. Tu dis tous les deux, mais c'est souvent tous les un maintenant, ou tous les une, maman solo avec la charge des enfants, et effectivement l'impossibilité juste pratique et matérielle de s'occuper de sa vieille maman ou de son vieux papa. Et
Et donc, il y a toute une organisation sociale qui se trouve mis en défaut, au fond, par cette question de la mort. On arrive peut-être doucement vers la fin de l'entretien et peut-être vers j'ai envie de te proposer un élan de créativité et d'imaginaire, parce que tu as passé ta vie à essayer de trouver des solutions complexes à des problèmes complexes. Et on le voit quand tu nous parles de stérilisation, de choses comme ça, c'est des problèmes éminemment complexes et qui en plus convoquent toute une généalogie à la fois de l'euthanasie et de l'eugénisme, du malthusianisme, qui ont toujours abouti à la même chose quand elles se sont trouvées protocolisées, industrialisées, systématisées. L'expérience historique est reproductible, hein. En fait, ça aboutit à la déshumanisation intégrale et au meurtre de masse, on pourrait dire. Est-ce que tu as des imaginaires justement d'autres visions de ce que pourrait être la mort aujourd'hui, l'accompagnement des gens Oui, moi je pense que on peut pas passer brutalement du tout professionnel au tout intime ou au tout privé, mais je pense véritablement que tout ce qui des équipes de soins palliatifs à domicile, toutes ces choses-là, véritablement ça, il faut arriver à les pousser, à les mettre en place assez rapidement. Moi, je pense qu'il faut offrir quand même aux gens véritablement. On donne des congés pour tout maintenant, mais je trouve qu'on pourrait donner véritablement des congés pour ça. Je pense que un des problèmes qui pousse les gens à vouloir en finir, c'est quand même l'isolement. Hein. Quand tu as véritablement autour de toi des proches, une famille, des amis, tu sens que tu continues à leur apporter quelque chose, tu n'as pas forcément envie d'en finir tout de suite. Je pense qu'effectivement, essayer d'intégrer plus les personnes âgées dans des petites structures, dans des maisons intergénérationnelles, dans des différentes choses là, c'est bien aussi. Je pense que les choses s'inventent comme ça au niveau local et à mon avis, c'est ça qu'il faudrait faire, c'est-à-dire être prêt à soutenir éventuellement financièrement des choses comme ça, mais laisser les initiatives de l'organisation et les modèles au niveau local, parce qu'on voit bien que quand on laisse ces initiatives au niveau local, les gens arrivent à inventer des tas de solutions qui sont diverses, hein, parce que généraliser, c'est pas forcément la bonne chose, tout marche pas partout pareil, et il faut véritablement voilà, faire ça. Maintenant, je pense que je suis pas très optimiste non plus, hein, je pense que cette période techniciste, matérialiste, cette époque moderne où il faut finalement, l'idée du progrès, hein, c'est, surtout en médecine, c'était quand même l'idée qu'il était infini et qu'on allait vivre toujours plus longtemps. Hein, et que la vie, c'est la longueur de la vie qui est le critère de sa qualité et non pas justement sa qualité intrinsèque. Bon, je pense que pour quitter cette idéologie-là, et avant que naissent d'autres choses et de nouvelles formes d'entraide et de solidarité face à ce qui est notre condition à tous, c'est-à-dire face à la maladie et à la mort, eh bien, il va y avoir des périodes un peu cruelles, un peu dures. Moi, j'ai peur que cette loi passe et j'ai peur que, comme d'habitude, on la fasse ensuite, elle devienne de plus en plus brutale et de plus en plus difficile, quoi. Et donc, la seule solution, peut-être, c'est d'essayer localement d'éviter au plus grand nombre possible l'obligation de passer par cette loi, quoi.
Ouais, tout à fait, quand tu dis ça, ça me fait penser à mon enfance où au fond, ma maman, m'a obligé au départ à aller, servir des repas aux personnes sans abri, avec la soupe populaire, on peut dire. Oui, Donc je me suis retrouvé, jeune homme de 12 ans ou de 11 ans à aller servir des repas et ça a été une expérience, tout à fait initiatique et intéressante de tous ces gens mmh, que je voyais de loin comme, des pauvres qui puent et qui sont, ouais, et cetera. ouais, D'un coup, sont devenus des vraies personnes avec qui on ouais, partageait un moment. Et ouais, puis elle m'a poussé aussi à aller, heu, pousser les petits vieux, à l'hôpital pour les emmener à la messe le dimanche matin, pour ceux qui ouais, voulaient y aller. Et donc je poussais ouais, les fauteuils roulants de personnes âgées mmh, régulièrement, dans l'hôpital à côté de chez moi. Et c'est pareil, c'était très dur au départ en tant que jeune homme, j'avais tout sauf envie de ouais, faire ça, mais je me suis rendu ouais, compte de à quel point c'était précieux, à quel point aussi ce moment de ouais. rencontre, qui était, la messe en l'occurrence, mais ça pourrait être un autre moment social, Oui, 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 tout à célébration fait. quelle qu'il soit, était, une sorte de fête précieuse pour ces gens. Alors même que, moi ça me paraissait, complètement incompréhensible, Ouais. et je vois que dans cette entraide-là, il y a aussi quelque chose d'initiative pour celui qui aide. Oui, tout à Bien fait. sûr, c'est important pour les gens qui sont, mais, dans toutes les histoires qu'on me raconte d'accompagnement de fin de vie, il se passe Mmh, quelque chose chez celui qui accompagne. oui, Bien sûr, ça aide celui qui part, mais, enfin on espère, mais il y a et c'est de l'ordre de l'initiation. oui. Heu, Oui, oui. Ma belle-mère, peu avant de mourir, regardait une petite vidéo de son arrière-petite-fille qui allait avoir 1 an et donc elle me dit: «Ah, elle marche» et puis elle se penche vers le calendrier et elle dit: «Ah, mais elle va avoir 1 an là» et puis elle me dit: «Tu vois? Une qui part, une qui arrive». Et c'était magnifique, ça nous a tous dit quelque chose, c'est-à-dire que c'était ce calme par rapport à la mort était quelque chose qui était une vraie leçon de vie pour tous, quoi. Et je ah ouais, pense que tout à c'est fait, ouais. important. Ouais, merci, pour toutes ces réflexions, malgré une sorte de pessimisme aussi, on sent qu'il y a cette injonction à revenir au banal, à réinvestir le quotidien, que cette loi n'aurait aucune raison d'exister au fond si, nous étions capables de donner le temps, l'énergie, à mettre ça au milieu de la table et à essayer d'en parler, à renoncer à notre propre, rêve de progrès et de performance. Tu disais que on nous vend le progrès, mais il y a une sorte de mensonge, hein. Cette loi se Oui, présente comme un progrès, mais et comme si les soins palliatifs étaient avant, mais c'est pas vrai. On n'est jamais oui, allé jusqu'au bout des soins palliatifs. Puis on pense à oui, toute la généalogie eugéniste et ouais. existe. Bon, on revient à Sparte, quoi, en fait, hein, une société où Oui, il s'agit oui, de se battre et on élimine les inutiles. oui. Ça, c'est pas du progrès, c'est Sparte, quoi. Oui, alors que tu vois, dans les sociétés paysannes, la grand-mère qui pouvait plus rien faire, quand même, elle surveillait les petits quand même. Et c'était important. Moi, j'ai été élevée à la campagne, j'ai quand même beaucoup, beaucoup vu ça, et ma propre grand-mère. Donc, ça, c'est véritablement important. Mais c'est vrai que, tu vois, tous les tenants de cette loi bien sûr, nous considèrent un peu comme des réactionnaires, hein, et disent tout le temps: «Mais c'est moderne, on peut pas vous êtes complètement, nous on est moderne». Oui, beh, jusqu'où ira la modernité? Je pense que l'autre chose, c'est ce que disait Testard, hein, ça sera le tri, pré prénatal à partir de diagnosynthèse ou de je ne sais quoi, ce sera le tri prénatal poussé selon les compétences, puis selon les choix, parce qu'après tout, quand on dit tout le temps c'est mon choix de vouloir avoir un fils plutôt qu'une fille, c'est mon choix de vouloir qu'il ait les yeux bleus, etc. Voilà. Et c'est absolument, c'est un monde terrifiant, hein, c'est un monde terrifiant qui nous est préparé par quand même, moi je les connais ces espèces de hauts fonctionnaires et de hauts cadres qui vivent hors sol, qui ont jamais les mains dans la terre, jamais les mains dans la cuisine, jamais torchent leurs enfants et encore moins aident à se laver leur grand-mère, quoi.
Donc, et l'idée qu'ils se font et ça les terrifie la mort, et ça les terrifie l'idée de perdre leur capacité. Hein. Et donc ils répondent Oui, comme et puis ça. derrière la perte de cette capacité, on entend le discours et souvent, il faudrait mourir dans la dignité. Sous-entendu, vous avez perdu votre dignité parce que Oui, vous êtes incontinent ou parce que vous avez voilà. perdu la boule, etc. Et ça questionne la définition même de la dignité humaine qui, pour ceux qui l'ont posée, Oui. normalement, échappe à ces conditions performatives. Oui, mais tu sais bien que la dignité, c'est une manière dont ils habillent maintenant de manière soi-disant moderne, en fait, la morale, qui est quelque chose d'imposé, qui n'est pas éthique, hein, qui est quelque chose, un ensemble de règles imposées. Et en fait, ce qu'ils considèrent comme dignité, c'est d'obéir à des canons de normalité, quoi. Savoir s'exprimer correctement, avoir toute sa tête, avoir, etc. Mon Dieu, mais c'est pas très grave d'avoir des trous de mémoire. Moi, j'ai connu quelqu'un qui avait un parent Alzheimer et qui disait, à partir du moment où j'ai plus cherché à le corriger tout le temps, Ouais. eh bien, on avait plaisir à se voir. Voilà. Donc, il faut arrêter avec cette histoire de dignité, parce que quand il n'y aura plus de boulot pour un grand nombre de gens, qu'est-ce qu'on fera parce que les handicapés sociaux, on sait quand même que on les pousse vite vers le handicap mental, etc. Hein. Donc, comment est-ce que tout ça, c'est vrai que c'est une société compliquée. C'est pas étonnant. Ça prend véritablement la suite de ce qui s'est passé pendant le Covid, hein, qui nous a bien montré comment finalement c'était une espèce de capitalisme sauvage, productiviste, matérialiste qui gouvernait le monde, quoi. Ouais, tout à fait. Hein. Finalement, cette loi est une cerise sur le gâteau, mais tous les symptômes sont déjà là d'une maladie beaucoup plus profonde de notre Occident postmoderne. Euh, Merci beaucoup, Hélène, pour toutes ces réflexions. On est parti d'une expérience personnelle, touchante de ce rapport à la mort, pour petit à petit élaborer un discours sur les conséquences à la fois sociales, philosophiques, anthropologiques de ce projet de loi et à quel point il pouvait se trouver être une bombe éthique et sociétale, comme tu l'as dit, mettant à mal les plus pauvres, les plus fragiles Mmh. psychiatriquement, psychologiquement, et puis essayant de donner une solution un peu simpliste, vue depuis des bureaux feutrés par des gens bien portants, sur le Mmh. miroir que leur procure que leur de notre fragilité humaine, que Mmh. leur donnent les gens justement en train de mourir ou avec des maladies incurables, et que ce miroir, ils veulent le briser, ils veulent pas le regarder, ils accepteront pas de le traverser, alors même qu'on le traversera probablement tous d'une manière ou d'une autre. On peut quand même penser que cette loi effectivement risque de passer et que malgré ça, elle va pas épargner des souffrances, elle risque d'en créer encore plus. Oui. Euh, Beaucoup de situations de plus en plus problématiques parce que échappant de toute manière à la règle. Euh, Toute la question aussi du meurtre qui pourrait être déguisé. Parce que Oui. c'est le libre recours au meurtre finalement, le libre recours au meurtre, quand on sait que moins de 5% des dossiers sont audités au Canada par exemple par un juge, Oui. c'est-à-dire que Et puis au Canada, il y a des listes, ils ont déjà des listes de médecins qui sont pour de manière militante. Et donc, de toute façon, puisqu'il faut 2 avis, mais quand le second avis est négatif, en fait, tu as une liste, tu peux t'adresser à un autre médecin qui sera forcément affirmatif, parce qu'il y a des gens et c'est ça à quoi il faut faire attention, hein, il y a des gens qui traitent ça comme on traite un problème de liberté de suicide, c'est-à-dire, voilà, vous l'avez demandé, c'est OK, quoi. Et après, c'est effectivement la question du meurtre et la question de la culpabilité quand c'est pas le meurtre, c'est de n'avoir pas pu l'empêcher, la question de la culpabilité aussi des personnes qui resteront. Hein. C'est compliqué. Mais c'est vrai on entend peu de voix, sauf celles des professionnels, finalement,
J'ai pas entendu que dans le secteur de la psychiatrie, il y ait des gens qui Alors moi non plus, j'avais pas entendu. Et puis on a discuté avec un psychiatre qui s'était rebellé pendant le Covid sur les mesures d'enfermement des soignants, Ouais. etc. Il y a des patients. Il y a un Oui. vrai problème et qui fait partie d'un groupe de psychiatres justement qui se sont levés contre cette loi en disant mais ça va pas Ah, du tout quoi. Donc d'accord, d'accord. il y en a, je pourrais éventuellement te faire passer. J'essaierai de les interviewer aussi Oui, pour voir c'est bien. ce qu'ils en Bah, pensent. moi, j'ai un ami et collègue qui a été psychiatre et à qui j'ai fait lire l'article que j'avais fait et qui était très, très en accord, hein, et qui disait qu'effectivement, mais lui, il pense que dans la numérisation de la médecine et tout, de toute façon, c'est terminé. Le médecin qui soigne et qui accompagne la personne jusqu'à la mort, lui, pense que c'est quelque chose qui n'existera plus à la prochaine génération, quoi. Tu sais, moi, les jeunes psychiatres, un certain nombre d'entre eux ont véritablement peur de la maladie mentale. Ils sont pas très à l'aise, quoi. Et ça, c'est compliqué aussi, hein, parce que là encore, je veux dire, à côté des médocs qu'on donne à des doses très fortes en France, hein, à côté de ça, il y a quand même des tas d'autres soins qu'il faut dispenser aux gens, quoi. Ouais. C'est intéressant que tu parles de cette notion de la peur, hein. Tu en as parlé tout à l'heure aussi en disant qu'au fond, les gens qui font ces lois sont terrifiés par la mort. Ceux qui donnent des médocs à outrance sont terrifiés par la maladie. Et Oui, on a l'impression que à chaque fois qu'on aborde un problème en ayant peur, au fond, on oui, aboutit à des solutions idiotes. On cherche à évacuer le problème plutôt qu'à le résoudre. tout à fait, tout à fait, tout à fait, oui. Oui. Mais c'est drôle que ces gens qui ont peur, mais c'est Machiavelli qui dit toujours ça, les apeurés apeurants. Et c'est Ouais, un peu ça, les apeurés apeurants. Et on l'a bien vu, hein, comment ils maniaient ils projettent leur peur sur les autres, quoi. Et tout avec à tous les fait, ouais, comme une maladie contagieuse. voilà. Euh, Eh ben merci beaucoup Hélène. Je te laisse le mot de la fin, peut-être si tu veux faire une conclusion pour nos auditeurs autour de ce sujet. Hein, euh, tu peux essayer de trouver quelque chose de fracassant pour. Non, j'ai rien de fracassant, j'ai pas d'idée fracassante, mais ce que tu fais, je trouve ça très bien et je me dis que chacun dans notre coin, partout, on devrait en parler beaucoup plus. Peut-être qu'à l'occasion de cette loi, puis d'autres types d'autres choses de ce genre, il faudrait qu'on recommence quand même à parler ensemble de ces choses-là, que c'est ça la vraie politique, tu vois, c'est parler de ces enjeux-là et pas d'enjeux généraux, abstraits et Oui, dont qui nous il faut échappe complètement. qui nous échappent complètement. Et ça, je trouve ça, et toi, je sais que tu fais ça beaucoup, et c'est vraiment intéressant. Il faudrait arriver à faire même tu sais ce que faisait, ça s'est pas continué, mais là, on prenait place, voilà, je trouve que dans des endroits, des quartiers, des villages, etc., il faudrait arriver à l'occasion de conférences et autres choses, arriver à faire C'est du débat, quoi. c'est ça, ouais, de renouer. Peut-être gageons que ce soit le début de renouer avec une sorte d'arbre à palabres où on arrive Voilà. à s'asseoir tous ensemble. Maintenant, l'arbre à palabres est très numérique. Il sera peut-être dans le chat quand on diffusera l'émission. Oui, peut-être, c'est possible, je crois aussi, mais parce que je n'ai jamais cru que le fait d'être sur des réseaux et tout empêchait d'avoir des relations. Ça en fait au contraire. C'est plus il y en a, quoi. Oui, tout à fait, ouais. Bon, bah super. Merci beaucoup. Très bonne journée à toi et très bonne journée à vous tous qui nous écoutez.